Nous allons maintenant passer à l'actualité de la semaine et pour cela, nous accueillons deux journalistes. Bonsoir Denis Strelkov. Bonsoir. Vous êtes journaliste de la rédaction russe de RFI. Bienvenue à vous et à vos côtés Juan José Dorado. Bonsoir Juan José. Buenas tardes. Absolument, j'allais dire. Et vous êtes correspondant espagnol, on l'aura compris, à Paris. Vous collaborez notamment au groupe de presse La Région, c'est ça? Voilà. Ça s'améliore. Je sais, je devinais le test. Bienvenue à tous les deux. Et d'abord, Nadia, donc le premier dossier de la semaine, eh bien, c'est la crise énergétique et la pression qui s'accroît sur l'Europe. Oui, qui a été aggravée par cette coupe drastique des quotas de production qui a été décidée donc, cette semaine par les pays exportateurs de pétrole et leurs alliés. Ils sont réunis sous la bannière OPEP+. Ils ont donc convenu ensemble d'une baisse de 2 millions de barils par jour pour le mois de novembre. C'est la réduction la plus importante depuis la pandémie. Ça va immanquablement, mécaniquement faire grimper les prix. Juan José Dorado, est-ce que les pays européens sont partis pour être solidaires face à ce nouveau défi? Est-ce qu'on va avancer groupé, comme on l'a fait d'ailleurs pendant le Covid? C'est le désir de la plupart des pays européens, mais pas de tous apparemment. Dans les prochains jours, les prochaines semaines vont être effectivement cruciales pour savoir si on est capable de construire, comme on a construit, une politique commune par rapport au Covid, si on va le faire par rapport à l'énergie. Ça commence à bouger, puisque plus d'une quinzaine de pays sont d'accord pour aller vers une espèce d'achat commun de gaz. Et puis, il y a aussi le fait qu'un certain nombre qui était un peu réticents commencent à bouger ces lignes, notamment la France qui a annoncé il y a à peine 24 heures, par exemple, que Emmanuel Macron va se réunir avec le Premier ministre portugais et le Premier ministre espagnol pour parler d'interconnexion dont ils ne voulaient pas parler il y a quelques jours à peine. Mais c'est vrai que ce front uni européen se lézarde parfois. En tout cas, il y a le plan de soutien annoncé par l'Allemagne, Denis Strelkov, plan de soutien massif qui a suscité des tensions justement parce que certains en Europe, dont Orban d'ailleurs, ont reproché à l'Allemagne de faire cavalier seul. Oui, bien évidemment, parce qu'il faut bien le comprendre. Il y a des pays comme l'Allemagne qui peuvent se permettre de payer 200 milliards d'euros supplémentaires à ses citoyens. Ça, c'est le montant du plan allemand. Oui, les entreprises aussi. Ça, c'est très important. Par contre, il y a des pays qui sont beaucoup plus pauvres. Je parle notamment de la Pologne, de l'Hongrie également, ne peuvent pas permettre les mêmes mesures. Et c'est ça qui inquiète un peu la communauté européenne. Il faut bien aussi le dire que tous les pays de l'Union européenne ne sont pas égalitaires face à cette crise-là. On parle notamment de l'Hongrie, qui reçoit toujours du gaz de la part de la Russie et qui, par ailleurs, a encore signé plus de contrats cet été avec Moscou pour recevoir plus de gaz que prévu. Puis, donc, vous savez bien qu'il y a le cas de l'Allemagne qui ne reçoit plus du gaz par le gazoduc Nord Stream 1, Nord Stream 2. Donc, il y a une tube qui peut toujours être fonctionnel. Donc maintenant, c'est à l'Allemagne de dire est-ce qu'on va l'allumer ou pas. Ça sera aussi considéré comme un échec politique en quelque sorte. Donc il faut trouver la solution politique commune à ce problème-là. Sauf qu'il y a ceux qui sont convaincus qu'il faut soutenir l'Ukraine, il faut rester unis face à cette crise-là. Et puis, donc, il y a des pays qui sont beaucoup plus consacrés par la crise énergétique, par la crise politique, que par la guerre en Ukraine. Et cette décision, finalement, de l'OPEP+, ça veut dire que c'est un avantage aujourd'hui, Vladimir Poutine ? C'est l'avantage, c'est la logique, même si les pays de l'OPEP considèrent que c'est une décision économique et pas politique. Elle est géopolitique, forcément, puisqu'ils s'alignent sur la position de Moscou, effectivement, puisque c'est l'OPEP+. Mais en tout état des causes, c'est un coup très rude de porter justement à l'Occident, et notamment par un pays qu'on croyait entre guillemets allié, qui est l'Arabie Saoudite, dont le leader était il y a quelques semaines en tournée en Europe. En tout cas, pour essayer de limiter, voire de plafonner le prix du gaz, il y a un certain nombre d'idées qui fleurissent. Il y a des pays qui ont des propositions à avancer, et notamment la France qui s'inspire d'un modèle d'un pays voisin. Ouais, c'est une idée qui enthousiasme effectivement Emmanuel Macron. Il s'est engagé jeudi à convaincre les Européens d'adopter ce qu'on appelle le mécanisme ibérique. C'est un système qui a conduit l'Espagne, mais aussi le Portugal, à plafonner le prix du gaz qui est utilisé pour produire de l'électricité. Parce que, oui, on ne le sait pas forcément, mais les deux sont liés. On regarde. On va mettre en place un système qui fait que le gaz qu'on utilise pour produire de l'électricité, on va lui mettre un plafond de prix. Et ça permet de baisser, comme vous le comprenez bien, le prix de l'électricité produite. Et du coup, ça emmène tous les prix du gaz à la baisse, parce que ça donne des repères de prix. Juan José Dorado, donc il a bien expliqué le système, on l'a compris. Quelles conséquences concrètes ça a eu sur les ménages et sur les entreprises en Espagne? Est-ce que les factures ont baissé? Alors, ce qui a baissé déjà, effectivement, c'est le prix d'achat
par le gouvernement du gaz. Alors, ça s'est ressenti sur les factures des Espagnols, mais pas autant par rapport au système que par rapport au fait que l'Espagne a décidé de descendre la TVA. Donc, on était à 21%, on l'a redescendu à 5%. Donc, c'est l'effet. Ce que d'autres pays n'ont pas fait, ce que la France n'a pas fait, par exemple. Parce que l'Espagne, effectivement, depuis des années, pour les ménages espagnols, le prix de l'électricité n'arrête pas d'augmenter. Mais c'est un système qui marche pour l'instant, que ce soit au Portugal, que ce soit en Espagne. Et Kawouter Adimi, dans ce contexte de crise énergétique en Europe, de rupture des livraisons du gaz russe, de fin de la dépendance, en tout cas de réduction de la dépendance vis-à-vis du gaz russe, il y a d'autres pays évidemment producteurs qui retrouvent un intérêt stratégique, et notamment l'Algérie. D'ailleurs, les pays européens défient, on se souvient de l'Italie il y a quelques semaines, Elisabeth Borne donc, sera en Algérie demain, et l'enjeu du gaz algérien devient important, y compris pour l'Europe. Oui, tout à fait. Après, ce qui est intéressant dans ce genre de sujet, c'est effectivement c'est un sujet global, mais après ça a des ramifications nationales. Et en Algérie, le gaz et le pétrole sont à la fois une rente et une manne, et en même temps un enfermement, il faut bien le dire, parce que c'est aussi ce qui paralyse entièrement le pays, parce qu'on se contente de l'argent qui arrive par le pétrole et le gaz, et on ne développe ni l'industrie, ça freine en fait le reste du développement économique. Oui, parce que on achète une espèce, une paix sociale qui est extrêmement fragile. Par ailleurs, on l'a vu avec le Hirak ces dernières années, mais c'est bien à la fois ce qui nous sauve et ce qui nous enferme, effectivement. Mais après, je pense que aussi ce que ces dernières années nous démontrent, entre la crise sanitaire, la guerre aujourd'hui en Ukraine, mais aussi la crise écologique, c'est qu'il va falloir repenser toutes nos sociétés, toute notre façon même de vivre. Et notre solidarité. Et c'est vraiment ça, c'est qu'on ne peut plus avoir des sociétés d'individus individualistes. Et l'Europe, à mon sens, doit être un exemple là-dessus. Alors, nous allons maintenant passer à notre temps fort en images de la semaine. Il nous emmène ce soir en Corée. La Corée du Nord a procédé cette semaine à 3 nouveaux tirs de missiles en direction du Japon, dont l'un a même survolé l'archipel, forçant la population à se mettre à l'abri. Alors pourquoi ce regain de tension dans la région? La Corée du Sud, les États-Unis et le Japon s'unissent pour contrer la menace nord-coréenne. Nous pensons que la Corée du Nord pourrait s'engager dans de nouvelles activités provocatrices à l'avenir, y compris la conduite d'essais nucléaires. Nous travaillerons avec les États-Unis et la Corée du Sud en vue de la dénucléarisation complète de la Corée du Nord. L'attitude de la Corée du Nord ne serait-elle pas due aussi aux marques de soutien affichées par la Chine et la Russie? On sait que Moscou et Pékin se sont récemment opposés à un nouveau train de sanctions proposé à l'ONU. Est-ce que, ainsi encouragé, Denis Strelkov, le dictateur Kim Jong-un ne serait pas en train de se sentir pousser des ailes? Kim Jong-un va faire tout pour garder ce statut du pays nucléaire, donc il essaye d'obtenir pour l'instant. Donc il faut bien le rappeler que les essais nucléaires, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu lieu en Corée du Nord. Donc cette histoire du Japon, ça fait 5 ans que les missiles n'ont pas survolé le Japon et que les Japonais n'ont pas dû se mettre à l'abri. Donc pourquoi aujourd'hui alors, il y a deux choses qui sont importantes. Tout d'abord, il y a la guerre en Ukraine. Avec la guerre en Ukraine, bien évidemment, avant, dès qu'il y a eu des essais nucléaires en Corée du Nord, dès qu'il y a eu des changements quelconques dans le régime, tout le monde regardait ce pays-là et tout le monde essayait de dire quel sera le prochain l'objectif. Il y a d'autres sources de conflits qui nous inquiètent. Bien évidemment, donc si on parle de la nucléaire, on parle notamment de la Russie. Donc maintenant, la Corée du Nord sent que si jamais il y a une escalade de sa part, la Chine, les États-Unis vont peut-être le laisser inaperçu parce qu'il y a d'autres choses dans la région qui se passent. Par contre, il est quand même peu probable que la Corée du Nord va amener ses essais nucléaires là tout de suite parce qu'il y a une échéance importante en Chine qui va avoir lieu dans les prochaines semaines. Et puis, par contre, il y a aussi des midterms aux États-Unis. Est-ce que pendant les midterms, les élections de mi-mandat, est-ce que pendant ce temps-là, la Corée du Nord ne pourrait pas effectivement avoir une petite escalade qui sera laissée, comme je l'ai déjà dit, inaperçue par tout le monde? Juan José Dorado, Kim Jong-un peut se doter comme ça de l'arme nucléaire inaperçue sans qu'on fasse attention? Pas inaperçue, mais il est certain qu'il s'est retrouvé, déjà parce que Donald Trump, on se le rappelle, est allé le rencontrer, donc il s'est senti quand même un peu plus fort. Et puis c'est vrai qu'il profite... Il est allé rencontrer celui qu'il appelait Rocketman, c'est ça? Et puis le fait effectivement qu'il y a un gain des tensions à cause de Taïwan entre les États-Unis et la Chine. Donc il essaye de profiter et il a besoin d'exister et pour ça il faut qu'on parle de lui. Mais ça veut dire quoi aussi, Denis Strelkov? C'est-à-dire, on se souvient que la Corée du Nord dit fournir des armes à la Russie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un axe
vraiment qui se dessine ou pas? C'est difficile de dire si la Corée du Nord livre effectivement des armes de la Russie. Donc, il y a eu des informations des médias occidentaux, notamment de médias américains, qui affirmaient que oui, effectivement, il y a des livraisons des armes, ce qui montre aussi que la Russie se trouve de plus en plus isolée pendant cette guerre en Ukraine. Car vous imaginez bien, la Corée du Nord, c'est pas la Chine, et ce ne sont pas des mêmes types d'armements, c'est pas des mêmes technologies non plus. Par contre, on ne les a pas encore vus sur le terrain, donc il n'y a pas de signe qu'ils sont effectivement livrés à la Russie, ce qui nous amène en fait que la Russie essaie de chercher encore un peu plus de partenaires dans cette région notamment, mais on ne voit pas des signes si l'armement est gardé pour la Corée du Nord pour des éventuelles escalades ou ici ils sont livrés à la Russie. Outer Adimi, la Corée du Nord, c'est un pays qui inquiète l'Occident aussi, parce que c'est un pays extrêmement secret, extrêmement refermé autour de ce régime dictatorial. Je crois que vous avez enquêté vous-même sur des sources justement pour comprendre Écoutez, je me suis retrouvée un peu malgré moi sur le Pyongyang Times. Donc j'ai découvert qu'il y avait un hebdomadaire nord-coréen en faisant des recherches pour l'émission, j'avoue. Mais vraiment, ça a été comme une fenêtre sur la Corée du Nord, en tout cas sur la propagande de Corée du Nord. Donc effectivement, il y a cet hebdomadaire en anglais accessible, donc qui existe depuis 1968. Pardon, je suis devenue incollable. Oui, allez-y. Ouais. Mais après, en fait, effectivement, tout n'est que propagande, mais c'est assez extraordinaire d'avoir sur ce pays extrêmement mystérieux, très secret, une fenêtre comme ça, d'un coup, de se retrouver relié. Donc j'ai parcouru des dizaines et des dizaines d'articles, puis je me dis qu'il faut s'arrêter à un moment, sinon moi-même, à force de lire des choses sur le jardinage, propagande, etc. En quelque sorte, la fiction à nouveau se heurte au réel et inversement. Sur ce site par ailleurs. Alors Nadia, on va passer à un autre dossier de la semaine. Cet autre dossier, ce sont les reculs enregistrés par l'armée russe dans l'est de l'Ukraine. Ouais, on peut même dire que les positions russes tombent comme des dominos dans 3 des 4 régions ukrainiennes récemment annexées par Poutine. Sur la carte qui s'affiche, on va voir les zones en bleu qui correspondent donc aux territoires qui ont été repris par les Ukrainiens ces derniers jours. En quelques jours à peine, le front russe a reculé de 20 km. C'est une situation qui met en lumière évidemment les défaillances structurelles de l'armée russe et qui vaut également à Vladimir Poutine d'être de plus en plus critiqué, en tout cas à Moscou et en tout cas par les élites. Denis Strelkov, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre, à savoir ce que c'est la population russe de ce qui commence à ressembler à une débâcle, en tout cas sur le plan militaire? Écoutez, la vraie réponse que je vais vous livrer et qui est un peu étonnante, elle, c'est tout. Et ça, c'est impressionnant parce qu'il y a encore quelques semaines, encore quelques mois, quand on regardait les télés russes, on a eu 2 images différentes. Donc, il y a des médias occidentaux qui disent que ça se passe très mal sur le terrain pour la Russie. Par contre, les télés, on parlait que tout va extrêmement bien, qu'on va aller plus loin et que dans quelques jours, on va prendre Kiev. Comment elle sait tout alors? Quelles sont ses sources d'informations? Maintenant, elle sait tout par rapport à tout ce qui se dit à la télé russe. Parce que les télé russes et les médias, ils acceptent qu'il y a des fautes sur le terrain. Ils acceptent qu'il y a des fautes liées notamment à la mobilisation, que la mobilisation ne se passe pas bien et surtout qu'on est en train de perdre des territoires qui viennent d'être annexés. Je parle notamment des territoires à côté de la ville de Kherson. On dit même que peut-être la ville de Kherson, qui est une ville très importante, symbolique pour les Russes au sud du pays, va peut-être bientôt tomber. Ça, c'est un grand changement de discours qui va jusqu'à les propagandistes russes clés qui représentent des émissions à la télé russe, mais aussi vers les parlementaires. Parce qu'en même temps, quand il y a eu des annexions qui ont été annoncées par le Douma russe, en même temps, après, il y a eu des députés qui ont été en colère, qui disaient mais comment est-ce que l'armée russe ne peut pas tenir des territoires? Donc tout ça nous montre qu'il y a des mécontentements sur le terrain qui sont importants et qui visent notamment des généraux les plus hauts. Juan-José Dorado, est-ce que ça veut dire qu'on peut imaginer, ce qui semblait totalement invraisemblable à la fin du mois de février, au moment de l'attaque de Vladimir Poutine, évidemment au mois de mars, est-ce qu'on peut imaginer que la Russie, finalement, perde cette guerre? Et qu'est-ce que ça changerait? Alors, est-ce qu'on peut l'imaginer? Pourquoi pas? Parce qu'on voit la dernière avance de l'armée ukrainienne. Mais l'hiver qui s'approche va être très, très important. C'est pour ça qu'il est important, et d'ailleurs c'est le dernier appel qu'a lancé le président Zelensky, c'est-à-dire qu'il faut continuer à envoyer des armes parce qu'il faut continuer cette offensive. Donc, mais est-ce que ce recul russe, au contraire, ne doit pas ouvrir un chemin peut-être vers la paix? Est-ce que Vladimir Poutine est prêt à négocier le départ de ces troupes des terrains qui ont été occupés? Ça paraît compliqué aujourd'hui. Donc, mais effectivement, ce n'est que l'avancement des troupes ukrainiennes qui va permettre effectivement, à un moment donné, de négocier quoi que ce soit. Parce que justement, cette ouverture vers un hypothétique chemin de paix, un plan de paix, certains en ont l'idée, l'espoir, ils ont même des propositions, à commencer par Elon Musk. Exactement. Et allez vous faire voir. Voilà, exactement. Non, pas vous, Renaud, je ne me permettrai pas. Je vous en prie. Mais telle a été la réponse, on va dire,
direct voilà, de l'ambassadeur de Kiev en Allemagne au plan de paix entre la Russie et l'Ukraine proposé par Elon Musk. Les 108 millions d'abonnés au compte Twitter de l'homme le plus riche du monde étaient appelés à répondre par oui ou par non à un sondage proposant l'arrêt des combats à 3 conditions. Nouveau référendum dans les régions annexées sous supervision de l'ONU, abandon de la Crimée à la Russie et statut neutre pour l'Ukraine. Alors, étrangement, cette initiative a provoqué un peu la colère, on va dire, des officiels ukrainiens et tout le monde s'est mis à faire son sondage. C'est le cas de Volodymyr Zelensky qui, sur Twitter, a répondu au cofondateur de Tesla en demandant à ses abonnés quel Elon Musk préférez-vous, celui qui soutient l'Ukraine ou celui qui soutient la Russie? Alors, selon Elon Musk, ça a été mal compris en fait, son initiative a été victime d'un piratage en fait, de très grande envergure, mais il aura au moins gagné l'approbation de quelqu'un, de Vladimir Poutine, en fait de Moscou. Dans un communiqué officiel, Moscou a félicité le patron de SpaceX pour son initiative. Alors selon Elon Musk, une victoire de l'Ukraine tout de même est peu probable, selon lui, car les troupes de Moscou sont plus nombreuses, donc autant réfléchir à la paix. Alors c'est une position tout de même assez étonnante de la part d'un homme qui a tout de même fourni un accès à Internet à l'armée ukrainienne grâce à ses satellites au début du conflit et qui n'avait pas hésité en mars dernier sur les réseaux sociaux à carrément provoquer Vladimir Poutine en un combat singulier, comme ça, entre hommes. Alors Elon Musk a découvert que la paix en Ukraine ne s'achète pas aussi facilement que Twitter, mais si la proposition de Musk paraît un peu fantasme, d'Israël Koff, est-ce qu'il y a quand même quelque part une possibilité aujourd'hui que Russes et Ukrainiens se parlent? Pour l'instant, ce qu'on voit effectivement sur le terrain, parce que ce n'est pas que Elon Musk qui parle d'une possible paix, il y a notamment Valentina Matvienko, c'est la tête de Sénat russe qui est venue en Indonésie, qui s'est rendue à la sommet du G20 et qui a dit qu'on est prêt à négocier maintenant, ici, en Indonésie, avec des parlementaires ukrainiens. On va bien évidemment parler du paix, sauf que les territoires, on n'y touche pas, ce qui est annexé par la Russie. Y compris la Crimée, donc. Et bien évidemment, la Crimée, ce n'est pas la question même dans y compris les 4 derniers territoires annexés. Les 4 derniers territoires. Et ce qui est important, on a bien parlé de ces 4 régions de l'Ukraine qui ont été annexées. Par contre, les frontières de ces régions-là ne sont pas encore définies par la loi russe. Donc, qu'est-ce qu'on a réellement annexé à Moscou? Ça, c'est une réponse dont la réponse, on ne sait pas, effectivement. Juan José Dorado, cette réponse justement sur les limites... Aujourd'hui, la seule solution, effectivement, c'est militaire. Négocier, ça paraît compliqué, effectivement, tant que les soldats russes restent. Donc, il va falloir... Seule solution militaire, dites-vous, mais on a entendu Joe Biden évoquer le risque d'une apocalypse nucléaire liée à une réaction de Poutine en perdition. Il nous a rappelé les missiles cubains, russes à Cuba. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas comparer ce qui s'est passé dans les années 60 à ce qui est en train de se passer aujourd'hui du côté de l'Ukraine. Merci à tous les deux d'être venus débattre ce soir sur ce plateau.